Retrouvez Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et le soir, la grande édition pendant une heure, le grand digest de l'information économique, financière et boursière à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le rattrapage boursier des indices européens qui a franchi une nouvelle étape aujourd'hui. Ce sont les derniers grands indices mondiaux qui ont retrouvé leur niveau d'avant-crise avec un stock 600 revenu à plus de 435 points. C'est le grand indice large des plus grande capitalisation boursière en Europe, zone euro et hors zone euro, les 600 grandes valeurs européennes. Un indice qui est revenu sur ses niveaux d'avant-crise et donc sur des niveaux records. Le DAX en Allemagne avait déjà retrouvé des niveaux historiquement élevés et le CAC 40 hors dividende a lui aussi retrouvé ses niveaux d'avant le choc boursier généré par la pandémie il y a un an. Un CAC 40 qui clôture en hausse à plus de 6130 points. Vous aurez le résumé complet dans un instant avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les marchés qui ont pris connaissance également des nouvelles prévisions économiques du Fonds monétaire international qui s'ajuste et révise à la hausse sa prévision de croissance mondiale pour cette année et pour l'an prochain. Une croissance mondiale qui atteindra 6%, estime le FMI, contre 5,5% selon les dernières prévisions qui dataient d'il y a quelques mois. On en parlera avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Parmi les grandes questions également qui animent le débat mondial au niveau des policy makers, réunis d'ailleurs pour les sessions de printemps de la réunion de la Banque mondiale et du FMI, la question de la fiscalité. La fiscalité sur le plan domestique aux États-Unis, on sait que ce sera un des moyens de financement du grand plan de relance annoncé et dévoilé par l'administration Biden la semaine dernière, mais également l'idée d'une fiscalité mondiale harmonisée pour les grandes multinationales, un projet qui est désormais soutenu par les États-Unis. C'est le sens du message qui a été envoyé par Janet Yellen hier, qui rejoint ainsi la table des négociations de l'OCDE. C'est à ce niveau-là que se traite cette question de l'impôt minimum mondial pour les grandes entreprises mondialisées. Là aussi, c'est un sujet clé pour les investisseurs, un sujet de long terme bien sûr, mais qui est peut-être un potentiel game changer pour les grands corporates mondialisés. On en parlera bien sûr là aussi avec nos invités dans un instant. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, le quart d'heure thématique, on se penchera plus précisément sur le secteur des valeurs financières en bourse, en Europe notamment, le secteur financier qui comprend bien sûr les valeurs bancaires, mais également les valeurs d'assurance, des valeurs qui ont repris entre 15 et 20% depuis le 1er janvier, qui sont l'emblème de ce rattrapage cyclique value auquel on a assisté ces derniers mois. Et c'est Olivier Pochot, managing director chez Bryan Garnier et analyste du secteur financier, qui sera avec nous en plateau à partir de 19h15. Mais d'abord, le résumé complet de cette séance après la clôture en Europe, une séance qui marque une nouvelle étape dans la récupération des indices boursiers, un peu plus d'un an après le choc et de la crise pandémique. Les infos clés du jour sont résumées par Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct. Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,47% à 6131 points. Le CAC 40 qui efface ainsi les pertes liées à la pandémie et se retrouve à présent sur un plus haut niveau depuis 2007. Déjà bien orienté depuis ce matin dans le sillage de statistiques encourageantes venues des États-Unis, l'indice parisien a également été porté cet après-midi par la publication du rapport du FMI qui détaille notamment les prévisions de croissance à la hausse de l'institution pour 2021 et 2022. En matière de statistiques, tout d'abord, après l'ISM manufacturier au plus haut publié en fin de semaine dernière, l'ISM dans le secteur des services atteint 63,7 points au mois de mars aux États-Unis, en forte progression par rapport aux 55,3 points du mois de février. On notera également aux États-Unis toujours que vendredi, le département du travail faisait état de 916 000 créations d'emplois nets contre un niveau attendu par les économistes entre 650 000 et 675 000. Le taux de chômage recule de son côté de 0,2 points pour tomber aux alentours des 6%.
En zone euro, on notera d'ailleurs que le taux de chômage reste lui stable de janvier à février puisqu'il s'établit à 8,3% sur les 2 mois. Et parlons à présent du rapport du FMI publié cet après-midi qui vient détailler les annonces qui avaient déjà été faites la semaine dernière par la directrice générale de l'institution, Kristina Georgieva. Selon le rapport, le FMI s'attend à une progression de 6% du PIB mondial en 2021 contre 5,5% auparavant. Puis le FMI s'attend à une progression de 4,4% donc de ce PIB mondial en 2022 contre 4,2% auparavant. Une progression qui resterait malgré tout tirée par 2 pays, la Chine et les États-Unis, avec en ligne de mire les États-Unis et notamment le plan de relance voté récemment qui fait espérer au FMI une croissance du PIB américain de 6,4% cette année. Pour l'Europe, ou en tout cas pour la zone euro, le FMI anticipe une croissance de 4,4% cette année, même si la zone euro ne devrait pas retrouver son niveau d'avant la pandémie, avant 2022. On notera également aujourd'hui la prise de parole de Janet Yellen qui hier tentait de rassurer sur les portées inflationnistes du plan Biden devant le Chicago Council on Global Affairs. Les taux reculent d'ailleurs ce soir avec un taux à 10 ans américain aux alentours de 1,66%. Mais les investisseurs ont surtout noté dans cette annonce de Janet Yellen hier donc la proposition de créer un taux minimum d'imposition mondiale pour les entreprises. Une annonce notamment saluée en Europe, l'Europe qui tente de son côté avec la taxe GAFA notamment de taxer les bénéfices réalisés sur son territoire par des entreprises étrangères. Du côté des valeurs à présent à suivre à la Bourse de Paris, on notera tout d'abord l'accord de la Commission européenne d'un nouveau plan d'aide concernant Air France qui pourrait aller jusqu'à 4 milliards d'euros en échange de l'abandon de 18 créneaux horaires de décollage et d'atterrissage à l'aéroport d'Orly. Une aide qui devrait prendre la forme d'une conversion du prêt d'actionnaire de 3 milliards d'euros octroyé par l'État français en dette super subordonnée, complétée d'une augmentation de capital d'1 milliard d'euros. Une augmentation de capital qui sera subordonnée aux conditions de marché et à l'accord de l'AMF. Air France qui gagne 1,6% donc suite à cette annonce. On notera également que Suez annonçait ce matin être prêt à discuter avec Veolia, une annonce qui a peu fait réagir les titres puisque Suez gagne 0,3% ce soir tandis que Veolia clôture à l'équilibre. On notera également que les bancaires ont assez peu réagi aujourd'hui au déboire des banques Crédit Suisse et Nomura, en lien avec le Family Office Archegos puisque Société Générale perd 0,13%, BNP Paribas perd 0,38% tandis que Crédit Agricole gagne 0,03%. On regarde rapidement les plus fortes hausses à Paris qui sont signées ce soir Pernod Ricard, L'Oréal ou encore ArcelorMittal, tandis que les plus fortes baisses sont signées Atos, Total ou Vinci. Et on finit avec l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs découvriront les indices PMI définitifs en zone euro, tandis qu'aux États-Unis, ils prendront connaissance de la balance commerciale du mois de février. Les investisseurs découvriront également les minutes de la Fed qui seront publiées, tandis que côté entreprise, ils découvriront les résultats annuels de l'entreprise Europcar Mobility Group. Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. Deux invités avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Éric Venet est à mes côtés en plateau, le directeur de la gestion de Montbleu Finance. Bonsoir Éric, bonsoir, bienvenue. Et à distance, en visioconférence avec nous, Philippe Wechter nous accompagne également. Bonsoir Philippe, merci beaucoup d'être avec nous pour cette discussion. Vous êtes chef économiste d'Ostrom Asset Management. Je commence avec vous Philippe sur les dernières prévisions, le dernier jeu de prévisions livré par le Fonds monétaire international à l'occasion des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale qui se déroulent cette semaine. Le marché ne sera pas surpris de voir que la croissance américaine, que la croissance chinoise seront sans doute plus fortes que la croissance européenne cette année. Le FMI s'ajuste par rapport aux prévisions qui dataient du mois de janvier, aux dernières prévisions qui dataient du mois de janvier. Quels sont les enseignements que vous en retenez à ce stade, Philippe ? On a un petit peu comme avec les prévisions qui ont été publiées il y a un mois à peu près par l'OCDE, un mouvement d'amélioration qui est lié au fait qu'on commence à voir la fin de la crise sanitaire. C'est-à-dire que le FMI nous dit qu'il faut qu'on mette encore davantage de moyens, mais la crise sanitaire pourrait se terminer très, très rapidement. Donc ça, c'est un premier point important. Et effectivement, comme il était indiqué par Éric Panier, la Chine et les États-Unis sont les deux grands
moteur de cette reprise. Un peu plus d'ailleurs dans le rapport du FMI pour la Chine que dans le rapport de l'OCDE, mais on a c'est cette dynamique-là qu'il faut noter. Et puis l'euro, la zone euro, qui est un petit peu en retrait, qui progresse, mais qui nous retrouverait effectivement son niveau d'activité de 2019 qu'en 2022 contre 2021 aux États-Unis. Ça, c'est le premier point. L'autre point à souligner et que martèle le chef économiste du FMI, c'est que les pays émergents ne sont pas dans les meilleures conditions. C'est-à-dire que le choc sera probablement beaucoup plus persistant dans les pays émergents. D'abord parce que les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes que dans les pays développés. Les capacités de vaccination, de faire face aux risques sanitaires. Et puis parce que sur le plan financier, les pays émergents sont forcément fragilisés par la hausse des taux américains qu'on constate depuis quelques semaines et qui modifie l'équilibre entre pays développés et pays émergents. Donc il y a ces deux dimensions. Ça va mieux pour l'économie mondiale, ça va mieux pour les grandes économies. Pour les économies un peu en deuxième rang, c'est un petit peu plus compliqué aujourd'hui à gérer et la crise sera probablement plus persistante. Donc on n'a pas de situation totalement homogène dans cette reprise telle que présentée par le FMI. Ouais, intéressant, une situation de divergence là en sortie de crise. Éric Venec, est-ce que ça vous inspire? Et puis, est-ce que sur le plan de l'investissement, est-ce que sur le plan de la dynamique des marchés, c'est quelque chose qui se reflète aujourd'hui ou pas encore? Non, ça ne se reflète pas, mais par contre, c'est complètement logique. C'est-à-dire que les prévisions du FMI suivent les sorties de crise sanitaire. Enfin, ça a commencé par la Chine, la puissance de la Chine, après ce sont les États-Unis, et puis l'Europe qui sortira un peu plus tard, et les pays émergents, n'en parlons pas, quand ils pourront. Donc c'est d'une logique implacable. Et c'est à peu près le scénario qu'on pouvait anticiper depuis longtemps, parce que la force et l'appétit de consommation, il est là. Et donc, je crois qu'on ne doit pas être surpris. Après, là où on aura des surprises, c'est du côté de l'offre. Est-ce que le système d'offre mondial pourra être là face à la demande qu'on a un peu partout et qu'on va avoir au fur et à mesure du déconfinement. C'est-à-dire que tous ces goulots d'étranglement qu'on décrit, alors qu'ils sont mis bout à bout, effectivement, ça provoque des pénuries dans certains secteurs spécifiques, semi-conducteurs, ce qui est déjà énorme pour tout un pan industriel, automobile, etc. Mais c'est quelque chose qui est amené à s'intensifier encore un peu plus, vous dites, au fur et à mesure de la reprise. Oui, je pense que le danger, il est là. Et en fait... et à la limite, c'est bien qu'on ait ce découpage que tout le monde reparte en même temps. Voilà, exactement. Ça permet à chacun de profiter, enfin celui qui est en dessous, de profiter celui qui est un peu en avance et d'éviter ce genre de goulot d'étranglement. Mais pour moi, la vraie question, c'est, et je ne sais pas comment le FMI peut répondre à ce genre de question, c'est d'un point de vue... intersectoriel, est-ce qu'on n'aura pas des goulots qui vont bloquer ces chiffres de croissance, en fait? C'est-à-dire qu'il y a un risque de rater la reprise d'une certaine manière, ou de pas avoir une reprise aussi forte, aussi optimale que ce qu'on pourrait imaginer à certains endroits, dans certains secteurs. Oui, le risque, il est là. Sur le papier, effectivement, qu'on puisse délivrer la croissance, sauf que dans l'absolu, on n'y arrive pas parce que votre entreprise n'arrive pas à fournir ce que vous avez. Ici, l'automobile, on aura des problèmes d'approvisionnement. Enfin, il y a un peu partout dans le bâtiment, ce genre de choses. Donc, le marché ne l'escompte pas du tout. Quand je regarde le secteur automobile en bourse aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ces problèmes-là transparaissent dans la manière dont les investisseurs jouent ces secteurs-là. Non, on n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, on sait qu'on va y avoir quelques soucis. Pour l'instant, on joue une impulsion. On est tous d'accord pour dire que la demande est là, on a fait ce qu'il fallait, l'appétit de consommation est là. Ce qui change quand même il y a une paire d'années quand même. On sort de cette espèce de déflation, on sait plus très bien, où là on a un appétit de croissance. Donc la première question c'est est-ce qu'on va avoir une offre en face? Et la deuxième question encore plus importante c'est
au niveau N+1, est-ce qu'on aura toujours, une fois qu'on aura eu cette consommation assoiffée, est-ce qu'on enclenche un vrai... Quelque chose d'autre ou pas? Quelque chose ou pas. Voilà, je pense que c'est la grande question. C'est ce qui semble être le pari des États-Unis. Alors Philippe, évidemment, vos commentaires, vos remarques, mais ce qui me marque évidemment dans les divergences qu'on peut observer, c'est que les États-Unis non seulement rattrapent leur niveau de richesse d'avant-crise, mais font le pari d'un nouveau cycle économique. C'est-à-dire que la chef économiste du FMI le dit et l'accrédite encore un peu plus aujourd'hui. En 2022, l'économie américaine dépassera sa trajectoire de création de richesse qu'on pouvait projeter avant la crise. La zone euro en sera encore très très loin. On commencera juste peut-être à reboucler avec le niveau de richesse qu'on avait avant la crise en zone euro l'an prochain. Oui, effectivement. Alors, plusieurs remarques sur ce qu'a évoqué Eric. Moi, ce que je constate, c'est que dans cette crise, il n'y a pas eu de crise de l'investissement. L'investissement est resté plutôt robuste dans cet environnement. C'est pour moi un signal positif. Et puis on voit depuis quelques mois maintenant une dynamique des échanges, une dynamique du commerce mondial qui est très forte. Et on constate bien la pénurie de containers, etc. Donc la dynamique industrielle, elle est repartie depuis plusieurs mois déjà. Et on ne perçoit pas aujourd'hui de blocage. Ça, c'est un premier point. Ce que nous dit d'ailleurs le FMI, c'est que, et c'est ce que disait Éric Panier, les services commencent à s'ajuster. Et c'est ça qui est intéressant dans la dynamique macroéconomique, c'est qu'il y a toujours des secteurs qui sont pénalisés, on le voit en Europe, mais ces secteurs, finalement, sont un peu bousculés par toute la dynamique des services lié au secteur manufacturier. Le secteur manufacturier a un effet d'entraînement sur les services et le frein que constituaient les transports aériens ou l'hébergement ne sont plus aussi forts que cela. Ça, c'est un point qui me semble intéressant. Après, l'autre question sur ce qu'on va voir dans le futur, je pense qu'on doit avoir deux lectures assez différenciées, notamment entre l'Europe, la zone euro et les États-Unis. Si on prend les chiffres d'emploi qui ont été publiés vendredi dernier aux États-Unis, eh bien, si on fait un petit calcul, avec en tête l'idée qu'il y a beaucoup de vaccinations aux États-Unis et que la situation sanitaire est en train de s'améliorer assez rapidement, il y a les deux plans de relance, le plan de relance conjoncturel à 1 900 milliards, le plan de relance structurel sur les infrastructures à 2 250 milliards, en attendant le troisième plan sur l'éducation, la santé. Ces éléments vont probablement tirer l'activité et l'emploi vers le haut. Et si on fait un petit calcul tout simple, on s'aperçoit que le gap d'emploi sera terminé, sera fermé probablement à la fin du printemps ou au début de l'été 2022. En d'autres termes, si on regarde la tendance de l'emploi de 2010 à février 2020 et qu'on la prolonge, eh bien, si on maintient ce rythme de création d'emplois, conditionné par les relances, la vaccination, etc., eh bien, on rejoint la tendance de l'emploi d'avant-crise à la fin du printemps 2022. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on a une situation où sur le marché de l'emploi, on a eu un ajustement du secteur privé et l'État fédéral a déployé ses moyens une fois cet ajustement privé terminé. Ce qui fait que il y a eu des mouvements, on se rappelle les chiffres du mois d'avril dernier, des mouvements extrêmement spectaculaires sur l'emploi américain, mais des revenus qui ont fortement progressé du fait de l'aide fédérale. Et l'idée quand même, c'est que l'ajustement du secteur privé sur l'emploi est probablement terminé. Ce qui n'est pas le cas sur la zone euro. Et ça, c'est une situation qui me semble intéressante à souligner. C'est-à-dire que la politique économique en zone euro a pris le pas sur l'ajustement du secteur privé. Les gouvernements, Bruno Le Maire en France, etc., ont dit on va prendre en charge le chômage partiel et donc on fait tout pour que les revenus soient maintenus. Et effectivement, les revenus ont été maintenus, mais pour autant,
la dynamique et l'ajustement du secteur privé n'a pas encore eu lieu. Et on ne sait pas à quel moment et comment vont se dérouler les choses au moment où les aides gouvernementales vont se réduire et au moment où le secteur privé va devoir s'ajuster. Ce qui fait qu'on risque d'avoir un prolongement d'une situation un peu sous-optimale en Europe, plus longue que ce qu'on observe aux États-Unis. En d'autres termes, si on a une tendance un peu en tête, on va arriver sur cette tendance par le bas en Europe, tout doucement, alors qu'aux États-Unis, avec les plans de relance qui ont été mis en place, on va avoir une sorte de surajustement de l'activité, bien au-delà de la tendance, avant d'y converger. Donc on est sur des situations, des modes de fonctionnement qui sont très différents, et de ce fait-là, l'ajustement, la persistance de la crise ne sera pas du même type entre l'Europe et les États-Unis. C'est un peu ce que nous dit le FMI aujourd'hui aussi. Si on considère, Eric, effectivement, ces différences de perspective, alors on ne va pas faire tout le débat sur les différences entre la structure de l'économie américaine et celle de l'économie européenne, mais si on considère ces différences de perspective telles que Philippe Wechter les énonce, sur le plan de l'investissement, alors notons quand même, je le disais en titre, le stock 600 revient sur ses niveau d'avant-crise, sur ses plus hauts historiques, ça y est, là aussi c'est une étape de franchie avec un peu de retard pour les grands indices boursiers européens. Qu'est-ce qu'on peut dire du cas d'investissement action européenne à ce stade, Eric ? Est-ce que ça reste un cas d'investissement intéressant, un bon rendement risque au regard de la perspective de réouverture qu'on n'a pas encore pleinement vécue, contrairement à la Chine, contrairement aux États-Unis qu'ils vivent en ce moment, ou est-ce que c'est un cas qui reste plus fragile peut-être que les autres ? Oui, Philippe l'a évoqué, c'est-à-dire qu'il y a plus d'incertitude dans le scénario européen, parce que d'abord, la sortie est plus éloignée et on sait qu'elle sera plus chaotique, parce qu'on a tellement... Enfin, on a protégé plus, donc du coup, la sortie est plus compliquée. Après, comme on est européen, c'est toujours plus simple. Enfin, voilà, moi, je ne gère pas une grande maison, donc en fait, j'ai un biais pro-européen parce que c'est plus simple. Mais alors la question, j'entends bien, Eric, mais de quelle manière vous avez envie d'allouer les investissements en Europe ? C'est ça la question. C'est en fonction des perspectives qu'on dresse pour l'économie européenne, c'est peut-être pas tout à fait la même histoire. J'avoue que c'est compliqué parce qu'en fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que tout est... c'est assez homogène. Donc le marché monte. Tout est à son prix aujourd'hui. Il n'y a plus de paris importants à jouer, en fait. Il y a de temps en temps des rattrapages, mais je ne vois pas aujourd'hui les dernières valeurs qui étaient vraiment à la cave, enfin, excusez-moi l'expression, elles ont été... ça y est, elles sont remontées. Donc après, ça va devenir un peu plus stock picking, c'est-à-dire que il va y avoir plus d'intelligence. Il va falloir comprendre comment on va sortir de cette crise, nous autres Européens, dans quels secteurs vont immédiatement avoir un effet de levier sur ces résultats. Et donc, comme je disais tout à l'heure, n'auront pas de goulot d'étranglement et pourront effectivement délivrer pour aller chercher davantage de croissance des cours. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut un raisonnement microéconomique sur les entreprises et des paris bien précis pour aller chercher aujourd'hui davantage de croissance. Mais au niveau marché, globalement, vous dites... Il n'y a pas grand... Voilà, quoi. Et ce niveau de discrimination, de sélection, de sélectivité, c'est quelque chose déjà qu'on observe dans le marché ? On arrive à trouver... Non, pas encore. Non, pour l'instant... C'est très sectoriel encore. C'est sectoriel et je crois qu'on a plus peur justement de l'entreprise qui n'arriverait pas à délivrer, ou alors par exemple genre Atos qui a des soucis particuliers, de l'accident, plutôt que de dire là il y a un secteur bien défini qui me paraît bien sous-évalué pour pouvoir... Aujourd'hui je suis un peu compliqué pour avoir une stratégie claire. Donc en fait il faut se laisser porter, et puis à un moment donné si on pense que cette reprise s'éloigne trop, je pense qu'on est trop cher, et donc il faudra réduire un peu la voilure. Mais aujourd'hui, les portefeuilles sont à 90% investis.
Oui, et pour l'instant, comme je reste. Tactiquement, Voilà. vous vous laissez porter avec parce ce que j'ai niveau pas d'exposition au risque. Oui. Parce qu'il n'y a toujours pas mieux à faire. Oui, puis à chaque fois que j'ai mais à chaque fois que j'ai pris mes gains, parce que ça continue. Donc c'est pas grave. Enfin, ne rien faire, c'est aussi c'est gérer. une décision de gestion, hein, on le rappelle à chaque fois. Un mot peut-être sur l'Europe, Philippe. Est-ce que pour la zone euro aussi, l'horizon de la sortie de crise est un horizon qui est de plus en plus visible? Je lisais notamment, rapporté par l'agence Bloomberg, des documents de la Commission européenne qui prédisent désormais que l'Europe dans son ensemble pourrait atteindre un niveau d'immunité collective suffisant peut-être d'ici la fin du mois de juin. Donc ce serait plus de 55% des populations globales vaccinées, c'est-à-dire que ça correspond à peu près 70% de la population adulte. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Est-ce que c'est une bonne surprise? Est-ce que ça devient un horizon crédible, Philippe? On attend là-dessus. On a eu beaucoup de déceptions. Donc l'Europe va se mettre à produire sur une grande échelle. Espérons que la transmission de cette production vers la vaccination se fera au rythme souhaité. On est là-dessus tous un peu déçus par la façon dont la vaccination est gérée en Europe. On voit bien que la dynamique est encore très, très lente. Et donc, voilà, la question n'est plus. On ne doit plus être dans le wishful thinking, ce qui me semble encore un peu le discours de la Commission et de Thierry Breton qu'on écoutait encore la semaine dernière, disant on va y arriver, mais c'est forcément un petit peu plus compliqué que ça. Mais je croise les doigts. Si effectivement l'immunité collective à 70% est atteinte au cours du début de l'été, ce sera une très bonne nouvelle. On n'y est pas encore tout à fait parce que les rythmes de vaccination ne s'accélèrent pas aussi fortement qu'on pourrait le souhaiter. Donc ça va être aussi un frein. On voit bien que tous les ménages, toutes les entreprises sont toujours un peu préoccupés par cette situation et à juste titre. Bon, venons-en aux questions de fiscalité. Philippe Wechter, je vous laisse la parole. Est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de la compétition fiscale mondiale telle qu'on l'a connue au cours des dernières années, avec un U-turn majeur peut-être en provenance des États-Unis? Je crois qu'effectivement, on a ce qu'on appelle en bon français un game changer, c'est-à-dire une situation qui va changer. Alors, pour fixer les idées, dans le plan sur les infrastructures, Joe Biden nous dit on va augmenter le taux de l'impôt sur les sociétés aux États-Unis de 21 à 28%. Trump l'avait fait baisser de 35 à 21%, donc un mouvement assez significatif, mais surtout, les entreprises américaines devront payer un taux de 21% au minimum sur leurs profits. Donc il y a là une situation qui change avec deux raisonnements. Le premier qui est de dire, du côté de la Maison-Blanche, c'était dans le propos de Joe Biden, il n'est pas normal qu'un ménage paye plus d'impôts, un ménage moyen paye plus d'impôts qu'une entreprise moyenne. Ça, c'est quelque chose qu'il faut effacer des tablettes. Et c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que Joe Biden et Janet Yellen, hier, ont très clairement indiqué qu'ils souhaitaient qu'à l'échelle des pays développés notamment, on rentre dans une logique de fiscalité coordonnée, je ne sais pas comment on l'appellera, mais faire de telle sorte qu'il n'y ait plus cette concurrence fiscale qui est dévastatrice pour tout le monde. Dévastatrice parce que on est dans une population qui vieillit, donc on a besoin de soins, soins sanitaires, de soins pour la vieillesse qui augmentent de façon significative, qu'on soit aux États-Unis ou en Europe, et l'augmentation des charges tombe toujours sur le salarié, parce que lui, il n'est pas mobile. Si vous êtes
Grégoire Favet, salarié de chez Bismart, il est à Paris, quoi. Oui. Il bouge pas, donc il est taxable très très rapidement. Alors que une entreprise peut modifier sa structure géographique. Et donc, ce que nous disent les Américains, c'est qu'on ne veut plus de ça. Ça veut dire aussi que toute l'évasion fiscale va être fortement contrainte. Ça veut dire aussi que les GAFA vont être dans le focus de l'État américain. Ça veut dire aussi que les Américains semblent être prêts à faire pression sur tous les pays développés pour qu'ils sortent de cette situation de concurrence fiscale. Donc on a potentiellement quelque chose qui est en train de changer radicalement à l'échelle mondiale. Et ça, c'est quelque chose qui va être important aussi sur un autre plan. C'est que les États-Unis ont désigné leur ennemi, c'est la Chine, et ils souhaiteraient que les Européens jouent le même jeu que les Américains. Et donc, on risque d'avoir, là, dans les prochaines années, une situation d'opposition très forte qui va jouer aussi sur le plan fiscal entre les États-Unis et l'Europe et la Chine de l'autre côté. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important à observer, avec probablement des dissensions très importantes entre les deux régions que je viens d'évoquer. Donc ça, on a vraiment un changement qui est en train de se mettre en place. Et alors, la dernière question, c'est est-ce que les démocrates au Congrès américain, est-ce que Joe Biden, plutôt, va réussir à convaincre tous les démocrates du Congrès américain pour faire passer cette loi? Ça va être une vraie question parce qu'on sent bien que les lobbies des entreprises américaines sont déjà tous en œuvre, prêts à peser sur la discussion. Ouais, les secteurs les plus sensibles, le secteur de la tech, le secteur de la santé, de la pharmacie également. On verra comment le consensus fiscal se forge aux États-Unis. Éric Venet, comment vous regardez ces questions de fiscalité? Encore une fois, ce renversement majeur, de là à imaginer la fin de la compétition fiscale au niveau mondial, c'est peut-être un peu exagéré, mais c'est quand même le sens de cette démarche. Et quand Janet Yellen nous dit que l'Amérique d'abord, ça ne veut pas dire l'Amérique toute seule. Revenir à la table des négociations sur cette question de fiscalité au sein de l'OCDE, c'est quand même déjà un signal politique très fort. Alors, on peut que se réjouir, parce que la compétition fiscale n'a aucun sens d'un point de vue économique, de toute façon. Donc, c'est clair que plus il y aura de coordination, mieux c'est pour à la fois l'économie et la société. Je pense que Philippe l'a dit, les sociétés, même y compris américaines, ne supportent plus maintenant ces divergences fiscales. La compétition fiscale à outrance, c'est ça que vous dénoncez, entre guillemets, Éric. Oui, enfin, même tout court. Ça n'a pas de... Quand vous avez des petits écarts, on est d'accord, mais ça n'a pas de sens. Avant Trump, les bénéfices hors aux États-Unis, c'était à 0. Il l'a mis à 10,5 et là, on redouble pour mettre à 21. Ouais. Et pourquoi on veut le mettre à 21? Parce que 21, c'est le taux moyen de fiscalité à l'OCDE. Ouais. D'accord? Donc on peut dire que on fait un effort pour tous se mettre d'accord autour de 21, mais bon, ça arrange un peu la politique fiscale américaine. Donc, suivons les Américains, tant mieux, si ça nous permet de faire une coordination fiscale, et c'est le meilleur game changer depuis longtemps. Donc, et ça veut dire que les États-Unis, là, par là même, tuent les taxes GAFA ou les taxes réservées aux GAFA qui ont été mises en place dans quelques pays comme la France. Oui. L'idée, c'est pas juste les GAFA, c'est toutes les multinationales qui... Oui, mais au départ, c'est ça. Au départ, on parle taxe GAFA, mais au départ, c'est d'avoir un minimum de fiscalité là où on fait des affaires. Alors, on parle du taux, là, c'est pas forcément la même chose. C'est-à-dire que, effectivement, si vous avez un taux minimum... Tout est à définir, voilà. Je crois, dans ce débat. C'est pas pour ça qu'on va obtenir des impôts d'une entreprise qui fait du chiffre d'affaires dans votre pays. Hein. On n'est pas encore là. Et là, en termes de fiscalité, tout est dans les détails. Mais c'est clairement un pas très, très important. Et du point de vue de l'investissement, est-ce que c'est quelque chose, un nouvel environnement, alors sans doute, qui se mettra en place avec un peu de lenteur, hein. On parle d'une grosse machine,
Chine, j'imagine, mais c'est quelque chose qui va induire des modifications dans les marchés. Je ne sais pas, le secteur de la tech, le secteur de la pharma sont des secteurs visiblement qui profitent au maximum de ce type d'optimisation fiscale sur le plan mondial. Et ce sont quand même des gros secteurs sur le plan de l'investissement boursier notamment, aux États-Unis particulièrement. Est-ce que ça veut dire que c'est des secteurs dont le cas est de plus en plus fragilisé aujourd'hui? Je vais retourner à la question. Est-ce que vous n'achetez plus Facebook parce que je ne sais pas quel est le taux d'imposition de Facebook, je ne sais pas, mais vous comprenez ma question. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des entreprises qui sont une telle puissance que qui payent des impôts, c'est une bonne chose. Après, est-ce que vous ne les acheterez, les opérateurs ne l'achèteront plus parce que ils seront imposés? Je ne crois pas. Non, peut-être qu'on sera prêt à les payer un peu moins cher. J'en sais rien, c'est une question. Si vous n'avez pas d'équivalent, c'est pas évident. Si vous n'avez pas d'équivalent de Facebook, Facebook restera Facebook, qui paye des impôts ou pas d'impôts. Ça serait mieux qu'ils en payent. Point. Donc ça change. Non, ça change pas. Alors, vous avez vu que Wall Street n'est pas. À un moment donné, on avait peur que Biden arrive et que ça soit un désastre en bourse parce que justement, il allait augmenter les impôts. Enfin, je veux dire, pour l'instant, il coche toutes les cases et tout le monde est content. Donc, oui. Puis il a commencé par distribuer des chèques. Voilà. Non, je pense qu'il va dans la bonne direction. Il a l'air de prendre des politiques à terme. Donc, à terme, il n'y a pas de question à avoir, je pense. Philippe, est-ce que le relèvement global du niveau d'imposition, à commencer par les corporates américains et puis sur le plan mondial, est-ce que ça peut être une entrave à la croissance économique? Est-ce qu'il faut opposer les deux? Est-ce que c'est un rééquilibrage, une redistribution qui change peut-être aussi la nature de la croissance? Quelles peuvent être les implications justement à terme? La première implication, c'est que ça va mettre un coup de frein terrible à l'évasion fiscale. Ça veut dire que le financement de tous les régimes sociaux pourrait être facilité par cette situation. Et c'est ça l'enjeu. C'est de dire, finalement, on ne peut pas échapper au financement des systèmes sociaux, qu'on soit aux États-Unis ou en Europe. Et ça, c'est essentiel. Jusqu'à présent, le système fiscal permettait cette évasion fiscale. Là, les États-Unis nous disent on veut pas ça. Donc ça, c'est un élément absolument clé. Et quand on voit les montants d'évasion fiscale tous les ans, tout le monde s'en portera mieux. Mais encore aujourd'hui, Philippe, j'entends bien sur l'évasion fiscale, mais est-ce qu'on parle de montant ou de masse qui serait de nature à changer justement les perspectives de financement qu'on peut avoir pour nos systèmes sociaux, comme vous dites? Absolument, absolument. Lisez Gabriel Zucman, le Français qui est à Berkeley, et clairement, il y a des montants qui sont considérables. Et donc, tous les éléments supplémentaires à payer pour les systèmes sociaux pourront être payés par les entreprises qui paieront leur juste contribution au développement des économies. C'est ça l'élément clé. Chacun contribuera de façon plus équitable à la situation et à l'évolution sociale, sachant que on est tous aux États-Unis et en Europe dans des sociétés qui vieillissent, qui ont des besoins sociaux beaucoup plus importants, et que si on ne veut pas avoir des sociétés qui partent dans des directions plus complexes parce qu'on n'aurait pas les moyens de faire face, ce changement d'allure est important. La question, malgré tout, est de savoir comment les choses vont se mettre en place. On voit bien, par exemple, sur les revenus des individus, que la FATCA, le cadre fiscal américain, mobilise l'administration américaine pour que tous les Américains dans le monde payent des impôts aux États-Unis. Est-ce qu'on va avoir ce genre de situation? Est-ce qu'il va y avoir une péréquation? Ça va être discuté autour de la table de l'OCDE, mais c'est bien que tout le monde se mette autour de la table pour arriver à un résultat qui soit plus favorable pour tout le monde, et que les salariés ne soient pas systématiquement ceux qui paieront le surplus de besoins de financement des États et des besoins sociaux.
Bon. Après, là, Éric Venet. on augmente les impôts pour payer une partie du plan de l'infrastructure qui bénéficieront à terme. Du point de vue américain, oui, j'entends bien. Voilà, Oui. à terme aux entreprises américaines. Donc, puisque l'infrastructure américaine a quand même quelques difficultés. Donc, les entreprises s'y retrouvent, même d'un point de vue purement calcul microéconomique. Si vous augmentez les impôts, mais qu'avec ces impôts, vous augmentez le potentiel de croissance, il n'y a pas de... L'impôt n'est pas un mal en soi. Ouais. En dehors de la redistribution que j'entends bien, où je suis complètement d'accord avec Philippe, quelque chose qui est devenu insupportable en termes de redistribution, d'un point de vue purement microéconomique pour les entreprises, puisque cet argent est dépensé dans un plan d'infrastructure et de développement durable, tout le monde y gagne. Donc, avant même d'anticiper l'impôt minimum mondialisé, le fait même que les corporates américains voient leur taux d'imposition sur les sociétés relevé, on verra comment est-ce que le consensus politique se forge effectivement à Washington, mais vous dites il n'y a pas de raison que ce soit négatif ou trop délétère en tout cas pour le marché boursier, j'entends. Oui, tout simplement. Oui. Je sais pas ce que... Philippe Wechter, Sachant que la fiscalité américaine ne sera pas très élevée non plus. Elle a été par le passé bien plus importante que celle qu'on observe aujourd'hui. La difficulté sur les plans et sur le plan d'infrastructure de Joe Biden, c'est qu'on a quand même le sentiment qu'il n'a qu'une seule envie, c'est de revenir dans les années 50, c'est-à-dire une économie où tout allait tout seul aux États-Unis. Mais le monde a changé. Dans les années 50, les États-Unis n'avaient pas du tout de concurrents. Aujourd'hui, ils ont la Chine. Et ça, c'est ça qui va être intéressant, mais qui va probablement mettre quelques bâtons dans les roues de ces plans gigantesques qui sont présentés. Mais on voit bien que l'idée, quand même, c'est avec des outils un peu différents. On veut faire un peu plus attention au climat, etc. Et c'est très bien. Mais on voit bien que l'idée, c'est, nonobstant ces contraintes climatiques, l'idée, c'est on veut revenir avec les belles années des années 50-60, où tout allait bien, où on était insouciant. Mais c'est probablement un peu plus compliqué que ça, ne serait-ce que parce que la population américaine est beaucoup plus âgée aujourd'hui qu'elle ne l'était à l'époque. Bon, on n'a pas tous connu l'insouciance des années 60. Je souhaite qu'on puisse connaître cette insouciance un jour. Je ne suis pas sûr qu'on y soit prêt tout de suite, en tout cas, pour retrouver ce niveau d'insouciance. Bah tiens, si, justement, on va conclure quand même avec... alors, je ne sais pas s'il faut s'en soucier ou pas, d'ailleurs. Éric Venet, je voulais qu'on dise un mot avec vous de l'affaire Archegos. Alors, on s'est passionné ou non, d'ailleurs, depuis quelques jours pour le crash de ce... hedge fund, plutôt un family office, d'après ce qu'on comprend, qui gère la fortune d'un seul homme, qui a un parcours financier plus ou moins sulfureux, on va dire, et qui, quand même, qui fait quelques dégâts, puisque, bon, c'est quand même, on parlait de 20 milliards sous gestion, avec un levier de plus de 5, donc ça fait quand même des masses d'argent importantes dans l'absolu, en tout cas, et puis surtout, à nouveau, des dégâts, y compris au sein d'acteurs bancaires dont on pouvait se dire, tiens, ils sont régulés maintenant, on les reprendra plus après les subprimes et d'autres. Et en fait, si. On retrouve un peu toujours les mêmes. Toujours, oui. Alors, toujours les mêmes acteurs. Non, mais oui, le but, c'est pas de... Bon, on les connaît, mais voilà. Comment se fait-il que ça arrive encore ? C'est ça la question. La question, c'est... ça n'a pas dégénéré, tant mieux. Mais d'abord, c'est l'effet de levier qui est considérable. Je ne sais pas comment on peut arriver à cet effet de levier. Et pour que les pertes des banques soient aussi importantes... on n'a peut-être pas tout vu encore, bien sûr. C'est effectivement... je trouve que c'est triste, en fait. C'est triste parce que... qu'on ait des opérations avec autant d'effets de levier... Mais ça nous dit quoi du grid, du niveau de cupidité qu'il y a dans le marché aujourd'hui? C'est spécifique. Mais comme vous l'avez dit, point très intéressant, Eric, c'est que peut-être que quelques années en arrière, des hedge funds qui faisaient faillite, LTCM, je crois que c'est à peu près l'histoire, ça pouvait mettre à mal l'ensemble du système financier mondial, ou nécessiter en tout cas des interventions. Là, pas du tout. Là, non.
parce que c'est pas encore assez gros. C'est pas assez gros. C'est pas encore assez gros. La taille que le mais système non, ça dit financier a rien pris. je sais, on pourrait dire oui, mais c'est le signe de la fin le début d'une bulle, de la fin d'un marché. Ouais. Non, je crois que c'est signe de rien. C'est quelqu'un qui s'est fait prendre, qui n'aurait pas dû faire autant et qui pensait que le marché allait dans un sens, et que c'est le problème de ces marchés-là où vous êtes dans des trends. Et vous suivez. Voilà. Je disais tout à l'heure qu'il fallait suivre. Et parce que ça roule et que tout le monde est persuadé. Sauf que moi, je n'utilise pas l'effet de levier. C'est-à-dire que si je me trompe, c'est pas bien grave. Ouais. Et quand les taux sont si bas et que vous devez délivrer du profit, vous avez un petit trend et vous mettez un fois quelque chose. Et là, vous avez une performance un peu honorable par rapport au tout petit taux. Bon, on va s'en écarter parce qu'on va avoir des taux normalisés. Donc, on suit maintenant le 10 ans américain à 60, 65, 70, jusqu'à 2. Et quand on sera à 2, on aura, j'espère, plus ce genre d'opération parce que quand vous êtes à 0,0, il faut trouver de la rentabilité pour votre client. Voilà, ça veut juste dire ça. Bon. On s'arrêtera là sur ces enseignements de l'affaire Archegos, toujours en cours et qui fait des dommages. L'acteur bancaire cité à nouveau aujourd'hui, c'est Crédit Suisse, effectivement, pour qui l'impact sera sans doute non négligeable, avec un risque de réputation très important aussi pour ces établissements bancaires. Merci beaucoup Eric et Philippe. Eric Venet qui est avec nous en plateau, le directeur de la gestion de Montbleu Finance, et Philippe Wechter, merci à vous, le chef économiste d'Ostrom Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique, marché à thème, consacré ce soir au secteur des financières, comme on les appelle. Et c'est Olivier Pochot qui est à mes côtés en plateau, Managing Director chez Bryan Garnier. Bonsoir Olivier. Bonsoir, et vous êtes le responsable de l'analyse du secteur financier. Alors je disais, le secteur des financières, mais peut-être qu'il faut juste rappeler que dans ce secteur, il y a évidemment les banques, mais aussi les assurances, qu'on oublie parfois un peu trop. Et c'est un secteur alors qui est devenu l'emblème de ce rattrapage cyclique, value, qu'on connaît depuis plusieurs mois. C'est un secteur banque et assurance en Europe qui a gagné entre 15 et 20%, on va dire, depuis le 1er janvier. C'est ça, Olivier? Oui, on a eu, alors ça avait même commencé avant le début de l'année. Les banques, l'assurance, un effet taux, remontée de taux un peu partout dans le monde occidental. Beaucoup aux États-Unis, même si on est encore loin des niveaux pré-Covid, mais on a eu des remontées assez spectaculaires. On a eu des remontées beaucoup moins fortes en Europe. Et c'est sans doute très bien d'ailleurs comme ça pour d'autres raisons. Mais malgré tout, ça a quand même donné de l'oxygène au secteur financier dans son ensemble. L'assurance en a bénéficié, puisqu'elle a surperformé le marché d'à peu près 10% depuis 6 mois, 5% depuis 3 mois, dans un marché lui-même haussier. Donc ça, c'est plutôt bien. Alors, si on s'arrête un petit peu sur l'élément taux qui est absolument fondamental pour les financières et pour l'assurance. Vous dites, juste pour situer les moteurs de performance, vous dites c'est le moteur clé de ces derniers mois. Alors, il y en aura d'autres peut-être qu'on va en parler, Olivier. Non, je ne vais pas dire ça. Pour moi, il y a 2 éléments qui l'expliquent. Et si on se fait un focus sur les Français, les assureurs français, il y en a même un 3e qui est lié aux dividendes. Mais on en dira un petit mot. Mais il faut parler des taux. Mais il faut parler des taux. En fait, les taux jouent essentiellement aujourd'hui à 2 niveaux. Ils jouent sur la projection de résultats à travers le rendement et les revenus financiers des portefeuilles d'investissement. Et là-dessus, quand on regarde vraiment la façon dont ça fonctionne, en fait, la petite remontée de taux qu'on a eue ne va pas empêcher le fait que les rendements des portefeuilles vont continuer de baisser. Il y a des phénomènes de duration. Et gros, pour faire simple, aujourd'hui, les assureurs vont rentrer des obligations faiblement rémunérées, alors qu'arrivent à maturité des obligations achetées il y a 3, 4, 5, 6, 7 ans, avec des taux plus élevés. Donc qu'on achète à 0, à 0,10 ou à moins 0,10, ça ne change pas fondamentalement la chose, c'est mieux, mais ce n'est pas ça qui fait grand-chose. Voilà. Donc la pression sur le rendement du portefeuille, elle reste. Là où ça joue immédiatement de manière positive pour l'assurance, c'est sur la solvabilité. Les marges de solvabilité, qui sont très sensibles en Solva 2 dans l'environnement actuel au taux d'intérêt. Et là, c'est vraiment une réactivité très forte. À chaque clôture de trimestre, on refait une photo et on regarde le niveau des taux. Et là, le fait qu'on ait monté de 25 points de base en Europe depuis le début de l'année,
Voilà, ça va jouer Ça positivement. suffit. Ouais. Moi, j'ai fait un petit calcul de quanta. C'est toujours des calculs très, très complexes, avec des modèles internes dans les sociétés qui sont très, très sophistiqués. Mais en gros, on peut considérer à la louche que la remontée de taux qu'on a eue depuis le début de l'année permet de récupérer une grosse moitié des dividendes qui vont être payés. Comme ça, cadeau des marchés, cadeau des marchés obligataires en quelque sorte. Une grosse moitié du dividende. Et alors, ça dépend des sociétés. C'est pas évidemment le même chiffre pour tout le monde, mais en moyenne, on arrive à peu près à ça. Donc c'est loin d'être négligeable. C'est pas négligeable. Et évidemment, ça donne plutôt envie aux investisseurs d'en acheter parce que c'est de la marge de manœuvre supplémentaire. Qu'est-ce qu'on peut dire des moteurs peut-être plus structurels aussi, Olivier ? Moteur très structurel pour moi, qui lui n'est pas nouveau, mais je dirais que les dernières communications des dernières semaines a permis vraiment de le mettre en exergue, c'est l'élément de pricing et le pricing power dont ont été capables les grands assureurs cotés européens, français notamment, AXA typiquement, mais aussi Allianz, les réassureurs. On est beaucoup dans l'assurance ou la réassurance dommage. On est beaucoup dans l'assurance ou la réassurance entreprise. Faut vraiment distinguer l'entreprise et le retail. Oui. C'est moins vrai dans le retail. Mais là, on a eu des hausses de prix extrêmement fortes depuis plusieurs trimestres. Ouais. Ça s'est vu encore cette année. Et ça veut dire que la performance technique sous-jacente des différents acteurs va s'améliorer en 2021. Alors ça sera atténué par encore des effets Covid dans les comptes, bien entendu, mais sur 2022 et probablement 2023, on s'en va vers des exercices records en termes de résultats. Et ça, c'est quelque chose d'assez fort également pour le secteur. Ça permet de justifier des valorisations plus élevées. Juste petite parenthèse, parce que ça a été un débat très grand public, le rôle et l'engagement des assureurs auprès de certains commerçants, restaurateurs qui se sont retrouvés effectivement avec des fermetures obligatoires et des bras de fer avec certaines compagnies d'assurance. Je disais oui, c'est un débat qui a été très grand public parce qu'on est encore en pleine crise pandémique en Europe. Du point de vue du business et de l'activité de ces assureurs, est-ce que ça reste complètement négligeable par rapport à leur activité, ou est-ce qu'il y a quand même des enseignements à travers cette crise qui peuvent modifier certaines... La crise Covid, les éléments directs, c'est-à-dire les coûts assurés pour les grands assureurs dommages, elle est tout sauf négligeable. Ça a coûté pratiquement une année de résultats pour certains dans le pire des cas. On est allé jusqu'à 10% des fonds propres pour certains réassureurs. Donc c'est quelque chose d'assez significatif. Maintenant, ce sont des risques, ça a été des risques au final très bien mutualisés. Et dans l'assurance, quand c'est bien mutualisé, en général, ça se gère, ça se manage et on arrive à passer le cap, ce qui est le cas là cette année sur la crise Covid. Alors après, c'est vrai qu'il y a eu des éléments plus compliqués à gérer en termes d'image, notamment vis-à-vis des commerces fermés, des restaurateurs. Bon, c'est un débat complexe qui se règle parfois au tribunal. Bon, comme d'autres cas se règlent également au tribunal, mais là c'est vrai que l'image des assureurs a un peu souffert, mais j'ai envie de dire ça pouvait difficilement être autrement. J'allais dire, je sais pas où alors l'image des assureurs. De toute façon, non, mais ça c'est une question d'image. Mais sur le plan financier, vous dites, voilà, on a fait les maths, on connaît l'impact de cette crise et les affaires qui sont portées devant les tribunaux n'y changent rien. Enfin, non, elles n'y changent rien. AXA avait communiqué, on prend l'exemple d'AXA, quand même l'exemple emblématique dont on a le plus parlé en France. AXA avait communiqué dès le mois de juin pour dire que le coût direct de la crise Covid, c'était 1,5 milliard après impôt. On en est toujours sur ce chiffrage-là, alors qu'on est 9 mois plus tard. Voilà, AXA gagne entre 6 et 7 milliards de résultats par an. Donc 1,5 milliard rapporté à 6-7, c'est gros, mais ça ne met pas la société en péril, loin de là. Bon, beaucoup d'investisseurs à ce stade-là, on célèbre le retour du stock 600 sur ses niveaux d'avant-crise aujourd'hui, Olivier. Et c'est vrai que du coup, c'est l'occasion de se reposer quelques questions. Ouais. Les banques, l'assurance, les financières ont été, je le disais, l'emblème de ce rattrapage value qui a largement profité à l'Europe. En termes de perspectives boursières, alors on a mis les banques de côté dans cet entretien, on est focalisé sur le secteur des assurances avec vous, Olivier. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui du prix et de la valorisation de ces acteurs en bourse, et est-ce qu'il y a encore l'idée qu'on puisse les payer un peu plus cher demain ? Alors en fait, quand on regarde historiquement, on se aperçoit qu'on a encore une grosse dizaine de pourcents de décote par rapport au niveau de valorisation de 2019, c'est-à-dire d'avant Covid. D'accord. Qu'on peut expliquer notamment par le fait que les marges de solvabilité ont un peu baissé. Et en fait, si elles ont baissé, c'est d'abord et avant tout
surtout parce que les taux sont très inférieurs aujourd'hui à leur niveau d'avant Covid, avec les impacts que j'expliquais précédemment, beaucoup plus que par l'effet de la crise du Covid. Donc les taux remontant un petit peu, on va retrouver un peu de hauteur là-dessus. La crise étant de plus en plus derrière nous, là aussi on y voit de plus en plus clair. Donc moi je pense qu'il y a matière à récupérer les niveaux de valorisation de 2019. Oui, au minimum. Oui. Au minimum, Non, ça serait déjà une première étape. Ouais. Alors après, quand on regarde au niveau des valeurs, il y a certaines valeurs qui en sont beaucoup plus près que d'autres. Ouais. Les Allemands, par exemple, sont relativement près. Munich, Allianz sont relativement proches de leur niveau de 2019. Ils avaient moins baissé aussi au début de la crise. Et ça, c'est pourquoi? Juste parce qu'ils sont allemands, code postal Dax, Francfort ou Non, alors une grosse dichotomie s'est faite entre les Allemands et les Français il y a à peu près un an au sujet des dividendes, quand les Allemands ont été autorisés par le régulateur à verser les dividendes, alors que les Français ont été interdits par le leur de les verser. Donc les investisseurs ont vendu un peu plus les Français. Ouais. On a eu une normalisation cette année, ce qui explique une partie de la surperformance des Français sur les derniers mois. Bon, ça va laisser quelques traces, mais ça va s'atténuer au fil du temps. Donc je pense que les Français ont encore probablement par rapport aux Allemands, donc des AXA ou des scores typiquement, plus de potentiel parce qu'ils ont plus baissé, ils reviennent de plus loin. Leur situation se normalise, elle est fondamentalement extrêmement bonne. Et donc, voilà, dans les prochains mois, les prochains trimestres, je pense que ce sont ces valeurs-là qui devraient continuer de bien performer au sein du secteur. Merci beaucoup Olivier. Merci pour votre éclairage sur ce secteur financier au sens large. Pour une fois, on a mis les banques de côté. On s'est concentré sur les assurances avec Olivier Pochot qui était à mes côtés en plateau. Managing Director et analyste du secteur financier. On parlera FinTech aussi avec vous, Olivier, la prochaine fois peut-être, chez Bryan Garnier. Merci beaucoup. Merci encore d'avoir été là ce soir, Olivier. Ainsi se termine Smart Bourse ce soir avec des marchés européens boursiers qui ont terminé la séance en hausse, je vous le rappelle. Les derniers grands indices mondiaux à effacer complètement la crise. On l'a vu avec le Stock 600 à plus de 435 points ce soir, ou encore le CAC 40 à Paris, hors dividende, qui retrouve son niveau d'avant la crise et même légèrement au-delà à 6131 points en clôture. Voilà donc pour Smart Bourse aujourd'hui sur Bismart. On se retrouve demain en direct à 12h30. C'était Smart Bourse avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social.